Voilà, salut, salut, je commence donc ce live. Euh, c'est pour moi toujours un plaisir renouvelé euh, de faire des lives, n'est-ce pas, pour pouvoir exprimer une ou deux choses que j'ai dans l'esprit, pour pouvoir, comme je dis souvent, articuler ce que je pense. Donc c'est un plaisir pour moi, n'est-ce pas, toujours renouvelé. Je n'ai pas toujours du temps, comme chacun d'entre nous de toutes les façons. Mais j'estime que nous avons, notre génération de toutes les façons, un instrument extraordinaire qu'il ne serait pas intelligent de ne pas utiliser. C'est-à-dire que nous n'appartenons pas au 19e siècle, hein? Nous appartenons au 21e siècle. Et faire des lives fait partie des moyens de communication de notre temps. Et donc, aujourd'hui, j'ai estimé qu'il était important de revenir, déjà parce que j'ai été bloqué en termes de live. Donc, je ne pouvais pas faire de live pendant pendant un mois, parce que, du moins, j'avais pris des positions sur, euh, après le jour de l'assassinat de Carole-Louise Ndialé. Et donc, c'était le 14, c'était il y a un mois. Et donc, ça m'a fait un mois de blocage. Donc, pendant un mois, je ne pouvais pas faire de live. Ça fait que je ne pouvais d'ailleurs pas faire de live ce jour-là. Déjà ça. Et je ne pouvais pas non plus faire de live lors de l'assassinat, n'est-ce pas, de Brady Tata. Ce qui fait que ce live, pour moi, me permet de revenir sur ces deux événements et donc d'en parler avec un peu plus de distance, même si l'émotion y est toujours, avec un peu plus de distance, c'est-à-dire d'en parler à partir des questions qui sont essentielles, d'en parler à partir des questions qui sont au cœur de ces deux drames, parce que l'importance des drames comme cela, c'est que ils permettent de poser des questions essentielles. C'est-à-dire qu'ils touchent le cœur du sujet. C'est pourquoi ils sont des drames. Autrement dit, les gens meurent de plusieurs façons. Les gens meurent d'accidents de circulation, les gens meurent du moins d'empoisonnement, les gens meurent... En fait, nous allons tous mourir. Mais la particularité des drames comme celui-là, c'est que ce sont des drames qui nous relient à quelque chose de plus grand. Ils permettent donc de poser des questions fondamentales, de poser des questions essentielles, c'est-à-dire de toucher le cœur du sujet. Et donc, c'est pourquoi ils interpellent. C'est déjà pourquoi ils font mal à tout le monde. C'est pourquoi ils réveillent l'émotion de tout le monde parce que ils touchent le cœur du sujet. Et donc, c'est pourquoi donc, il est essentiel qu'à un certain moment, on revienne et on pose justement la question qui est le cœur du sujet que ce drame-là ont mis sur la table. Il y a plusieurs manières de réagir par rapport à un drame. Il y en a qui utilisent le drame pour se faire un nom, ils envoient un communiqué auquel ils ne croient même pas, s'en vont au deuil pour faire un acte de présence. Mais un drame a une dimension universelle. C'est-à-dire qu'un drame, c'est ce qui nous lie à ce qui est fondamentalement humain, à ce qui est généralement humain, à ce qui, en d'autres termes, est vraiment notre essence, notre humanité même. Donc c'est ça un drame. Euh, euh, un drame, c'est pourquoi vous voyez par exemple les Grecs ont écrit des pièces de théâtre, des tragédies. C'est pourquoi vous voyez ces tragédies ont survécu. C'est parce que une tragédie touche le cœur du sujet, touche donc l'universel. C'est ça la particularité. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce n'est pas de ce point de vue un fait divers. Euh, c'est c'est une ça y est, c'est une fenêtre sur l'universel. C'est un regard qui est posé sur ce qui est universel. Et donc,
avec ce qui se passe au Cameroun, on a la possibilité de regarder l'universel. L'universel, c'est pas un peu comme les Français nous ont habitués à définir l'universel. L'universel, c'est pas des valeurs qui sont décharnées. L'universel, c'est quelque chose qui est défini par les êtres humains. C'est-à-dire, c'est pas les oiseaux qui définissent l'universel, c'est pas les animaux qui définissent l'universel, c'est pas, hein, c'est défini par nous, par les êtres humains. Donc, ce sont des valeurs qui existent parce que nous voulons qu'elles existent. Et ces valeurs-là, nous les connaissons tous, hein, c'est-à-dire au niveau de la bonté, au niveau de la grandeur, au niveau de l'historique, au niveau de la vérité, au niveau de la justice. Et ce sont des valeurs qui sont donc essentielles, qui sont universelle dans ce sens où elle touche tout le monde au même niveau. Et donc, un drame permet de toucher à l'universel à partir de quelque chose de particulier. Comme j'ai dit, l'universel c'est pas abstrait, c'est-à-dire c'est lié à notre être humain, à notre personnalité précise, c'est-à-dire c'est concret. Mais le drame aussi est concret. Un drame permet donc d'ouvrir une fenêtre sur cet universel-là. Ce qui s'est passé donc avec Carole-Louise Ndiaye et évidemment avec Tate Brady, c'est nos deux enfants, c'est des tragédies qui nous permettent d'avoir un regard sur l'universel. Et la question que ça pose, c'est évidemment la question de la justice. La question de la justice, c'est la première question que ça pose. Quelle est la question de la justice? Mais l'une des difficultés, je vais un peu faire un petit retour, l'une des difficultés c'est qu'avec nos compatriotes, nous avons un problème véritable avec la justice parce que déjà notre pays n'a pas la justice. Mais aussi parce que les gens ont des intérêts particuliers, c'est-à-dire les gens ont des intérêts. Il veut devenir ministre, il veut devenir président, il veut placer son enfant, il veut. Et donc, les gens n'ont pas une prise de position principielle. Ils n'ont pas une relation dépassionnée avec la justice. La justice est une valeur universelle. Donc, le drame avec ces deux enfants nous permet de regarder la justice comme valeur universelle. La justice, avant de se manifester dans ce qu'on appelle le ministère de la Justice et dans ce qu'on appelle par exemple les tribunaux, dans ce qu'on appelle les gardiens de prison, les prisons et ainsi de suite, est une valeur universelle. C'est une valeur qui se mesure, c'est une valeur qui s'analyse, c'est une valeur sur laquelle on peut passer tout son temps à discuter. Mais c'est une valeur universelle à laquelle on a accès donc à travers un drame, à travers une affaire, à travers un mort, un accident, du moins un enfant qui est tué. Donc ça nous donne une fenêtre sur la justice. Bon, ce que je veux dire ici, et je le répète encore, c'est que nos compatriotes ont un problème véritable à analyser la justice à partir d'un fait bien précis. Pourquoi? Parce que nous prenons du moins des positions qui sont d'emblée partisanes, c'est-à-dire des gens ont des intérêts particuliers. Tel veut devenir président, tel veut devenir ministre. Et d'emblée, vous allez voir un Camerounais, il va, lorsqu'il veut analyser quelque chose, il va automatiquement tomber dans une position qu'on appelle prescriptive, dans ce sens où, au lieu de décrire ce qui s'est passé, tout simplement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, il va avoir une opinion qui est emballée dans sa description de ce qui s'est passé. Donc, si on a par exemple un enfant qui est tué, il va se mettre à raconter pourquoi est-ce que l'enfant-là a commis une erreur. Pourquoi est-ce que... Donc, il va prendre parti d'emblée, au lieu de raconter tout simplement les faits. Ça se manifeste comme ça, je vais dire. Bon, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui analyse quelque chose, il dit, oh, ce gars-là est tribaliste, ce gars-là est tribaliste, ce gars-là est tribaliste. Ben, c'est une conséquence terrible parce que ça permet d'éviter de regarder ce qui s'est passé. Donc, ça tombe déjà dans l'accusation. Et d'emblée, les gens ne peuvent même plus discuter parce qu'ils sont déjà sur... ils sont déjà sur le coup l'un de l'autre. Ils sont déjà en train de se quereller. Oui. Donc là, les Camerounais ont d'habitude un jugement prescriptif. Il y a... En fait, je préfère ne pas citer des noms parce que c'est honteux. Je me dis toujours que c'est élémentaire. C'est si élémentaire que ça ne vaut même pas la peine. Ça dit, je m'amuse avec ça. Je regarde, je prends un exemple comme ça. Il y a un Gabamoun là qui s'appelle Njibam, hein, qui a toujours des positions prescriptives. Mais ce qui est intéressant avec les positions prescriptives des Camerounais, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle un blind spot. C'est-à-dire, ils ont un point d'aveuglement.
un blind spot. Leur blind spot, d'habitude, c'est leur tribu. Je vais prendre l'exemple de ce Njibam, Abdelaziz Njibam. Ça dit que son blind spot, c'est les Bamoun. Donc, lui, si tu attaques les Bamoun, tu deviens automatiquement son ennemi. Donc, lui, c'est ça son blind spot. Mais il peut accuser tout le monde d'être tribaliste, d'être tribaliste, c'est un tribaliste, c'est un tribaliste. Il peut dire que les autres qu'il est nationaliste, que les autres qu'il est panafricaniste, il peut se donner tous les compliments. Il peut accuser aussi tous les autres d'être tribaliste, tribaliste, tribaliste. Il m'a accusé d'être tribaliste depuis 4 ans, c'est-à-dire c'est vraiment une vendetta. C'est absolument extraordinaire. Mais son blind spot, c'est qu'il est Bamoun. Donc si tu attaques les Bamoun, automatiquement, il devient ton ennemi. Mais si tu félicites les Bamoun, il devient ton ami. Ouais. Donc, si tu acclames les Bamoun, là, il est ton ami. Si tu dis, par exemple, que les Bamoun ont inventé une écriture, que les Njoya sont, etc., que Moumié, donc, il va applaudir. Mais si tu dis que les Bamoun, en fait, sont des traîtres, ah là, alors il va devenir fou. Vous allez voir, il va perdre sa contenance, c'est-à-dire il va absolument devenir un animal. Donc, c'est ça le Camerounais typique. Donc, il a ce qu'on appelle un blind spot. Le blind spot, c'est quoi? Pour ceux d'entre vous qui conduisent, vous savez très bien, lorsqu'on conduit, lorsqu'on veut doubler une voiture, on regarde comme ça, il y a un espace là où on ne voit pas la voiture. On ne voit pas l'autre voiture arriver. Donc, c'est l'espace là qu'on appelle le blind spot. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est ça le blind spot. Donc, le Camerounais a d'habitude un tribal blind spot. En anglais, je dirais, any Cameroonian has a tribal blind spot. Le Camerounais a un blind spot tribal. Ça veut donc dire que il est prêt à être prescriptif sur tout, mais incapable d'être descriptif parce que tu peux pas être descriptif si tu ne vois pas un espace. Parce que tu peux pas tout décrire. Être descriptif, c'est quoi? C'est avoir la capacité de décrire tout de manière, l'angle mort. L'angle mort. Merci beaucoup. Être descriptif, c'est avoir la capacité de décrire tout. De décrire tout. Donc, ça veut donc dire que tu peux te tourner comme ça et tout regarder. L'être humain a aussi un angle mort. Par exemple, je ne peux pas voir ce qui est dans mon dos. Je ne peux pas voir. Donc, je peux pas voir. J'ai besoin d'un miroir pour voir ce qui est dans mon dos. N'est-ce pas? Donc, c'est une faiblesse de l'être humain. C'est que nous avons un blind spot. Ça veut donc dire que, en tant qu'être humain, même Dieu a voulu que nous ne puissions pas voir ce qui est sur notre tête ici. Je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir ça. Donc, même Dieu a voulu que mon jugement soit biaisé. Parce que je ne peux pas voir ce qui est derrière ma tête. Moi, je suis surpris lorsque je vois des films où on a fait sur moi. Je suis surpris que j'ai 2 rides ici. Je suis surpris. Je dis, ah, c'est pas possible. Je ne savais pas que j'ai 2 rides là. Ouais. Donc c'est ainsi. Ça veut dire que l'être humain est fondamentalement biaisé. Il a un angle mort. Et ça se manifeste dans la conduite, comme j'ai dit. Mais pour le Camerounais, cet angle mort-là est tribal. Et donc, Abdelaziz n'a pas besoin d'être fâché. Je le prends uniquement comme exemple parce qu'il est classique. Il est un exemple classique. J'aurais bien pu prendre Mbembe, par exemple. Mbembe, il a sorti un texte absolument faramineux lorsque les Sawa ont détruit la statue de Oumiobe. On ne reconnaît c'est plus Mbembe. C'était un Bassa pur, quoi. C'est-à-dire, c'était un paysan Bassa qui a sorti un texte d'une longueur absolue où il a détruit les Sawa. Il les a présentés finalement comme des animaux. Parce qu'on a touché à la statue de Oumiobe. Mais les Sawa ont dit, excusez-nous, Oumiobe, sa statue doit être dans le pays Bassa. Et en fait, même, moi, j'aurais dit que sa statue doit plutôt être à Yaoundé. Donc, il n'y a aucune raison qui veuille que sa statue soit à Douala. Aucune. Aucune. Il n'y a aucune. Parce que Oumiobe a passé beaucoup de temps comme fonctionnaire à Yaoundé. Donc, logiquement, sa statue devait être à Yaoundé. Il habitait à Messa et il a été un personnage d'envergure nationale. C'est-à-dire qu'il est national, il a la propriété nationale de tous les Camerounais. Et Yaoundé, c'est la capitale nationale du Cameroun. Donc, logiquement, sa statue devait être à Yaoundé. Mais vous voyez, et c'est ce que les Sawa disaient, que Oumiobe, sa place n'est pas à Douala. C'est ce qu'ils disaient. Mais Mbembe est sorti avec un texte absolument destructeur des Sawa. Vous voyez donc, il a réagi de manière tribale. Donc, il a présenté
il a déchiré, il a sorti donc son être le plus absolument tribal qu'il a présenté à tout le monde. Parce qu'on a touché à un bassa. Parce qu'on a touché à un bassa. Vous voyez donc. Parce qu'on a touché à un bassa, il a réagi donc comme bassa. De même, je vais prendre un autre exemple. Hein. Ce n'est pas seulement les Camerounais. Hannah Arendt a dit de manière classique et très belle, hein, elle a dit que si on l'attaque en tant que juive, elle réagit en tant que juive. Et donc, c'est aussi simple, c'est écrit, tout le monde l'a pris comme étant un fait, et c'est la réaction générale de tout le monde. C'est-à-dire que nous avons chacun d'entre nous ce point mort-là, ce point mort qu'on ne peut pas voir, qui fait que notre jugement soit absolument biaisé sur des choses. Mais pour les Africains, pour les Camerounais spécifiquement, notre point mort est tribal. C'est un point mort tribal. C'est-à-dire que ça fait donc qu'on soit incapable d'avoir un jugement neutre sur une affaire camerounaise. Et donc, je reprends les quelques exemples que moi j'ai donnés. J'ai pris l'exemple simple. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne le prends pas par insulte. J'ai pris l'exemple d'Abdelaziz Njibam. N'est-ce pas? Lui, c'est un Bamoun. Si vous dites quelque chose de beau sur les Bamouns, il est votre ami. Vous dites quelque chose de mauvais, il est votre ennemi. Point final. Mais il peut se permettre de juger, de dire que tel est tribaliste, tel est tribaliste, tel est tribaliste. Mais lui, il estime qu'il est au-dessus de ça, quoi. Voilà le principe. Ce principe-là, n'est-ce pas, devient beaucoup plus dynamique, devient beaucoup plus explosif lorsque un pays entre dans une guerre civile. Bon, évidemment, je précise, j'ai dit Njimam, j'ai aussi dit Mbembe, hein, j'ai aussi dit Hannah Arendt, donc c'est plusieurs personnes, plusieurs exemples que moi j'ai donnés. Ce blind spot, ce point mort-là, n'est-ce pas, tribal, ce point mort tribal, est beaucoup plus explosif, devient explosif lorsqu'on a une guerre civile. Parce qu'une guerre civile, comme celle que nous voyons là, c'est une guerre qui met en branle les émotions, qui met en branle des communautés, qui met en branle, n'est-ce pas, des choses qui autrement n'avaient pas de signification. Et donc, c'est pourquoi je dis toujours que avec la guerre, il faut faire très attention dans l'analyse parce que il faut à tout prix être neutre. Il faut à tout prix être neutre. C'est-à-dire, il faut pouvoir compter le point de vue des deux parties. Être neutre ici, c'est pouvoir prendre en compte le point de vue de deux parties à la fois, des deux parties. C'est ça, être neutre. Ça ne veut pas dire regarder tout, etc. C'est prendre en compte le point de vue de soi-même et le point de vue de la personne qui regarde votre tête. C'est simple. Il faut pouvoir prendre le point de vue de soi-même et le point de vue de la personne qui regarde votre tête de derrière, qui regarde le blind spot, le point mort. Il faut pouvoir prendre en compte ce point de vue-là. C'est ça donc être neutre. Si on est d'accord là-dessus, on peut évoluer. C'est-à-dire on peut donc évoluer dans ce sens où on aura compris qui est neutre et qui ne l'est pas. C'est-à-dire qui peut émettre un jugement neutre et qui peut émettre un jugement qui n'est pas neutre. C'est important, pourquoi? Parce que l'État est supposé être neutre. L'État est supposé être neutre. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi j'en parle. Parce que l'État est supposé être neutre. C'est pourquoi la communauté internationale elle aussi est supposée être neutre. C'est-à-dire dans une situation de guerre civile, il faut qu'il y ait une partie qui soit au-dessus. Que ce soit l'État, que ce soit la communauté internationale. Donc, c'est de quoi je veux parler aujourd'hui. C'est de quoi je veux parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une crise nous permet donc de regarder et de mesurer de la neutralité de l'État et de la communauté internationale. Et donc, en définitive, de nous poser la question de savoir si on peut avoir un point de vue universel. Vous voyez, donc, je disais avant qu'on ne peut pas avoir un point de vue universel de manière générale, un point de vue universel par de quelque chose de bien précis. Et donc, je l'ai bien défini en disant que l'universel là, c'est d'abord l'État qui doit être neutre. Universel veut dire neutre, hein? C'est-à-dire l'État qui est donc neutre et la communauté internationale qui donc est supposée être neutre. Voilà donc l'universel. Et un problème comme celui, comme les crimes qui sont commis sur les deux enfants là, ces deux enfants, n'est-ce pas, vont nous permettre d'analyser ça. Ces deux exemples simples qui vont nous permettre d'analyser cela, n'est-ce pas? Deux enfants, la première avait 5 ans, la deuxième avait 7 ans, sont des enfants qui auraient bien pu être anglophones ou bien francophones. C'est-à-dire que c'est un âge où on peut changer, hein? Avec Carol Louise Ndialé. D'ailleurs, même une partie de sa famille était francophone. Hein?
Donc, elle aurait bien pu être francophone. Elle est anglophone. Donc, avec les enfants, c'est encore neutre, quoi. C'est pourquoi dans beaucoup de langues, d'ailleurs, l'allemand, l'enfant est appelé neutre. C'est-à-dire, l'enfant n'a pas encore un déterminant qui est masculin ou bien féminin. C'est encore neutre, là. Voilà. Moi, j'ai toujours écouté, n'est-ce pas, les débats. En fait, lorsque j'ai le temps, hein, j'écoute les débats, n'est-ce pas, qui ont lieu au Cameroun. Il se passe évidemment que dans la majorité des chaînes camerounaises, ceux qui prennent la parole, ce sont des gens qui ont des relations avec l'État et, tribalement, ce sont des gens qui sont boulous, comme je les appelle en général. Alors, la question qui se pose, c'est tout simplement, est-ce que, et je l'ai posé plusieurs fois sur ma page afin que vous soyez habitués à cette question-là déjà, est-ce que quelqu'un comme Owonangini, est-ce que quelqu'un comme Loateba, là, est-ce que tous ces gens qui prennent la parole, et même Essomba, est-ce qu'ils auraient pu prendre ces positions qu'ils ont là, si les enfants qui sont tués là, si leur nom était Ateba, était Mbida, était Mvogo, était Etundi, si les enfants qui sont tués là, si les enfants là avaient comme patronyme Bokolo, ou bien Mvogo, ou bien Etundi, est-ce que Owonangini aurait pris les positions qu'il a là? Est-ce qu'il aurait pris les positions qu'il a là? Vous voyez donc, on découvre rapidement son point mort. Son point mort est évident. Son point mort tribal, quoi. His tribal blind spot. C'est évident. Parce que c'est clair qu'il n'aurait jamais pu prendre les positions qu'il a si les enfants qui sont tués là étaient les enfants dont le nom c'est Ateba, c'est Mbida, c'est Oona, c'est Etundi, hein, c'est Mvogo, hein, c'est Eyenga. Il n'aurait jamais pris ces positions-là. Vous voyez donc, on revient sur le blind spot tribal. Ça dit que c'est qu'il ne peut pas voir, il peut pas voir derrière sa tête. Il peut seulement accuser les autres d'être tribalistes. Ou bien Onana. Il n'aurait jamais. Si vous voyez un jour là, qu'un de ces enfants qui est mort là, que le nom de l'enfant c'est Onana, que le nom de l'enfant c'est Mbida, le nom de l'enfant c'est Iyenga, ou bien le nom de l'enfant c'est Mvogo, ou bien Bokolo, vous allez voir, le Cameroun, le discours de ces mêmes gens-là va changer. Leur discours va changer. C'est avec leur blind spot, leur point mort tribal, est tel que leur discours va passer de A à Z. De A à Z. Et ce sont les mêmes qui accuseront tout le monde d'être tribaliste. Tel est tribaliste, Ngana est tribaliste, Ngana est tribaliste. Ils vont accuser tout le monde. Mais ils sont incapables d'avoir un point de vue générique et général. Un point de vue universel donc, sur une affaire bien précise, une affaire particulière. Donc, si l'enfant s'appelait Ayolo, s'appelait Ngono, ou bien s'appelait Ngongo, ou bien, je ne sais pas trop les noms de Etundi, vous allez voir, leur position va changer. Elle va passer de A à Z. À cause de ce point mort-là, de ce point mort. Et ce point mort-là est tribal. Mbezele, etc. Donc, c'est ça le point mort tribal. Il faut toujours vous rappeler de ça. C'est ça le point mort tribal. Le point mort tribal est fondamental. Le point mort tribal, c'est lui qui biaise le jugement. Ça biaise ton jugement. Ça fait que ton jugement ne puisse pas être universel. Ça biaise ton jugement, n'est-ce pas? Ça fait que tu ne puisses pas avoir une prise de position qui s'applique à tout le monde. En conséquence, donc, tu ne peux pas parler au nom de l'État. Je répète. Parce que ton point de vue est donc biaisé, tu ne peux pas parler au nom de l'État. Tu ne peux pas parler au nom de l'État. À cause de ce point mort tribal. Tu ne peux pas. Donc, tu es absolument exclu parce que parler au nom de l'État veut dire que tu puisses avoir une prise de position qui s'applique à tout le monde de la même manière. Ça veut dire que lorsque tu prends une prise de position, cette position est générale.
elle s'applique à tout le monde et c'est ça qui est la prise de position juste. C'est ça la justice. C'est ça que tout le monde veut. C'est ça que tout le monde recherche. C'est ça que tout le monde aimerait voir dans notre pays. C'est ça que tout le monde aimerait apprécier dans notre pays. C'est ça que chacun aimerait vivre dans notre pays. C'est ça. Personne n'aimerait vivre dans un pays dans lequel quelqu'un ne peut même pas reconnaître son propre point mort tribal, mais accuse tout le monde d'être tribaliste. Ne peut pas reconnaître son propre point mort tribal, mais estime que chacun doit se comporter bien. Ne peut pas reconnaître son propre point mort tribal, mais estime que les autres sont en train, n'est-ce pas, d'être génocidaires. Donc, un point de vue biaisé, c'est le commencement de l'injustice. C'est le premier pas dans l'injustice. Pour pouvoir arriver à une analyse juste, il faut pouvoir d'abord reconnaître son propre aveuglement tribal, son propre point mort tribal, et donc pouvoir le transcender pour prendre une position générale qui s'applique à tout le monde. C'est ce que chacun demande. Même l'enfant, c'est ce qu'il demande. C'est ce qu'on appelle fairness, être fair. Même l'enfant demande ça. C'est ce que l'enfant demande. N'est-ce pas? Que tu puisses pouvoir transcender, que ce soit ta tribu, que ce soit ton sexe, que ce soit ton âge, que ce soit ta classe sociale, que ce soit même ta location, c'est-à-dire l'endroit où tu habites, pour avoir une position générique, une position universelle. C'est ce que chacun demande. Que tu puisses dépasser donc ton point mort tribal. C'est ça. Et donc, pour revenir sur ce cas bien précis, nous savons très bien que Onangini n'aura jamais les positions qu'il a si les enfants là s'appelaient Eyenga, Mbezele, Esono, Abesolo, ou bien je sais pas trop. Il n'aura jamais. Donc, en analyse, donc, pour résumer un peu ce que je veux dire, en analyse, c'est la première étape. Là, c'est la première étape de l'analyse. C'est une analyse descriptive. Moi, personnellement, Ngana, je fais toujours les analyses descriptives. C'est-à-dire que je fais toujours des analyses descriptives. Je le répète encore, je fais toujours des analyses descriptives. C'est-à-dire une analyse qui voit tout simplement la présence des choses qui sont devant toi et les met comme ça. C'est-à-dire, c'est ça une analyse descriptive. Il faut déjà décrire ce qu'il y a en évitant les points morts. Décrire ce qu'il y a. Ça veut dire quoi? Lorsque tu conduis là, il faut toujours être descriptif, non? Parce que si tu ne vois pas la voiture qui est dans le point mort, tu vas avoir l'accident. Hein? Tu auras l'accident. Il faut voir la voiture qui est dans le point mort. Sinon, tu auras l'accident. Hein? Donc, il faut toujours être descriptif. C'est ça. Il faut vraiment considérer l'État, il faut vraiment considérer une crise comme étant une opportunité, comme étant quelque chose qui nous oblige à avoir une analyse descriptive qui fasse qu'on soit neutre, qui fasse qu'on soit générique, qui fasse qu'on puisse avoir tous les éléments devant soi. Pas que on cache tous les bêtises, tous les boulots. On les cache, mais on accuse les anglophones et puis on dit qu'on doit mettre les forces de l'État contre eux. Mais si les enfants là sont les Eyenga, les Abesolo, soudain on change de position. On dit non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà. Donc la guerre civile arrive lorsqu'on n'est pas conscient de son point mort tribal. Le point mort tribal est essentiel, n'est-ce pas? Parce que ça biaise l'analyse. Pour ce qui est de la crise, pour ce qui est de la guerre civile camerounaise, vous vous rendez compte, je suis en train de dire que la première chose qu'il faut toujours analyser, c'est vraiment les ressorts tribaux. C'est la première chose. La conséquence, c'est quoi de ce biais tribal? La conséquence, c'est quoi? C'est que on peut tuer 20 000 anglophones. À Yaoundé, là, ils vont boire la bière. Hein? Ils vont boire la bière. Hein?
On peut tuer 10 000, 100 000 anglophones, hein, à 100 millimètres. Eux, ça ne les touche pas, hein. Ça ne les touche pas, hein. Vraiment, ils sont peinards, hein. Ils sont absolument peinards, hein. On peut tuer, même, on peut éradiquer Kumba, hein. Mais à Ebebda, eux, ils sont OK, hein. Ça ne les dérange pas, hein. Dans leur biais tribal, leur n'est-ce pas, point mort tribal devient maintenant dangereux. Vous voyez qu'à cause de ce point mort tribal-là, le cœur, là, cesse de battre. Le cœur, là, ça cesse de battre. À cause de ce point mort tribal-là, le tribal blind spot, ça, le cœur cesse de battre. Ouais, donc, si vous allez à Yaoundé, là, il y a un ami qui habite à Yaoundé, il m'a dit que à Yaoundé, là, mais les bars sont toujours pleins, hein. Eux, ils n'ont pas de problème. Les Abeux sur la Mougou, eux, ils n'ont pas de problème, les Onana, mais, je veux dire, ils sont peinards, hein. Ils sont en plein dans le point mort tribal, là. En plein dedans, hein. Ils sont peinards. Ils n'ont pas de soucis. Vraiment, hein. Donc, il faut voir que c'est logique. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est logique. Vous pouvez commencer avec la voiture. Lorsque vous conduisez avec la voiture, vous voyez, vous avez toujours un point mort. Lorsque vous vous levez, vous ne voyez pas derrière votre tête, vous ne voyez pas votre dos. Ça, c'est votre point mort. De même avec eux, ils se lèvent le matin, il brosse ses dents, il est content, il s'en va dans son boulot, mais il dit que, mais c'est beau, il boit son art qui s'habille, mais il s'en va à la télévision, comme l'autre là, il dit que, mais le pays ici, hein, ce sont les anglophones là qui font les troubles. J'ai lu un texte d'un certain cinéaste là, Jean-Pierre Bocolo, mais j'ai ri, hein. Il dit que on a dit ceci, les gens sont calmés, se sont calmés, et il n'y a que les anglophones qui sont pas encore calmés. Mais j'ai ri, hein. Il n'y a qu'un Bekolo pour écrire ça. Il n'y a qu'un Jean-Pierre Bekolo pour écrire ça. Mais il est fou là. Il est en plein dans le point mort tribal, en plein dedans. Ça dit vraiment le tribalisme pur, quoi. Absolument pur. Ça dit le point mort tribal, hein, ils sont peinards, quoi. Pour eux, est-ce qu'il y a la guerre? Mais pour lui, il y a la paix, là. Il n'y a que les sécessionnistes, là, qui créent un peu de trouble. Mais, hein? Mais c'est un test faramineux, c'est anthologique, vraiment de la bêtise. C'est-à-dire, pour lui, Jean de Bekolo, hein? C'est la paix, hein? Il prend l'avion, il s'en va à Yaoundé, là, il a son petit circuit, là, où les gens présentent ces choses, il est peinard, hein? Il rentre en France, il monte, il fait le tour du monde. Lui, hein? En fait, il est content, quoi. Ah, il y a des troubles quelque part là, Bamenda, des petits troubles là, mais lui, ça ne touche pas, quoi. Hein? Il est en plein dans le point mort tribal, quoi. C'est ça. Donc, je suis en train de dire que le point mort tribal a une conséquence morale. Une conséquence morale qu'on appelle souvent le bahat, qu'on appelle, c'est-à-dire le cœur qui est mort, quoi. C'est vraiment les sentiments qui ont cessé d'exister. C'est-à-dire, c'est vraiment l'être humain qui s'est calcifié. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu une loque humaine, quoi. Oh, mais quand même, oui, Marc Niové, mais je suis en train d'expliquer quelque chose. Il faut écouter ce que je dis. Il faut entendre ce que je dis et comprendre ce que je dis, écouter même ce que je dis. Je suis en train de dire que il est en plein dans le point mort tribal. C'est-à-dire, vraiment, il est comme le paysan de Saint-Mélima, qui, lui, il est content. C'est-à-dire, il sait que l'État marche, qu'il fait son marché, il rentre chez lui. Oh, il entend parfois à la radio qu'il y a des gens qui font des troubles à Bamenda, c'est tout. La seule chose qui trouble ce point mort tribal là, c'est quoi? C'est quand les cadavres arrivent. C'est quand les cadavres arrivent. Soudain, il se rend compte que son fils est mort. Bekolo là, il se rend compte soudain que si son petit frère, on l'a battu. Il va se rendre compte que merde alors, il y a la guerre. Il va se rendre compte que le cinéma là même ne vaut plus la peine. Je dis Jean-Pierre Bekolo, si on tue son frère, il dit ouais, c'est pas, il va se rendre compte que le Cameroun est en guerre civile. Hein? Si on tue son frère, oui, ça est à 100 000, on a battu, 2 ou 3, dit merde alors, il se rend compte qu'il y a la guerre. C'est là où le point mort tribal là, soudain, devient une vacuité, quoi. C'est-à-dire, il se rend compte de la vérité. Et là, il demande donc à tout le monde d'être universel. Hein? De même avec
voilà, Njibam, etc. Si soudain, son propre cousin, lui dit qu'il est sur le front et on l'a battu, il va se rendre compte que merde, le Cameroun est en guerre civile. Il va se rendre compte de ça. Parce que lorsqu'il faisait le tour du monde là, lorsqu'il est à Paris, il n'a jamais rencontré les anglophones qui, eux, ne peuvent même pas rentrer au Cameroun. C'est-à-dire que Bekolo, lui, là, il est peinard, il montre ses petits films de con, là, il est vraiment peinard, quoi. C'est-à-dire qu'il ne se demande jamais si les anglophones peuvent aussi rentrer au Cameroun. Il s'est jamais demandé ça, quoi. Il s'est jamais demandé ça. Si, par exemple, les anglophones qui sont en Afrique du Sud, au Nigeria, qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, s'ils peuvent aussi rentrer au Cameroun. Lui, il rentre au Cameroun, hein, il est content. Il fait ses affaires, il fait ses petites affaires avec les petits trucs, construit des petites maisons. Il est content, quoi. Il se dit que les autres, ils s'en fichent, quoi. Vous voyez, donc c'est ça l'angle tribal, là. Ça, il est en plein dedans. C'est comme à Samilima. Ils sont contents, là. Ils boivent leur haki. Ils sont vraiment, ils parlent leur patois, là. Ils sont heureux, quoi. Hein? Mais il ne se dit pas qu'il y a des centaines de milliers d'anglophones qui peuvent même pas rentrer au Cameroun. Que c'est eux, justement, qui s'organisent pour que le Cameroun puisse changer. Il se dit pas ça, quoi. Qu'il y en a qui sont en exil en Angleterre depuis à peu près 50 ans. Depuis 50 ans. Que j'en ai rencontré, qu'il y a des mamans qui ont à peu près 90 ans qui sont en exil depuis 50 ans. Qui sont des Camerounais. Il ne se dit pas ça, quoi. Ça dit que lui, pour lui, hein, il est content, il a son quartier Mozart à Yaoundé, hein, on voit la bière là-bas, il baisse ses femmes, et puis bon, il est content. C'est un boulot classique, quoi. Typique, il est vraiment fermé dans le point mort tribal. Absolument dedans. Absolument dedans. Donc c'est ça. Donc, le point mort tribal fait qu'on perd même le sentiment d'être humain. Ça veut dire que le cadavre du Camerounais qui tombe là ne dit rien. Ne lui dit rien. Et ça, il peut écrire un petit texte dessus, c'est pour envoyer dans un journal Hotmail, on publie ça dans un journal, il va mettre ça sur sa page, il va dire qu'il est engagé, quoi. Il va dire qu'il est engagé. Oui, il est engagé, quoi. Qui soutient qu'il est contre la guerre. Il dit oui, il est contre la guerre. Ils vont dire qu'ils sont contre la guerre, qu'ils veulent le changement, qu'ils veulent que le pays change, que Biétro reste au pouvoir, blablabla, blablabla. Là, ça lui permet d'avoir une certaine sociabilité avec des gens d'intelligence. Or, c'est ça le problème, c'est qu'on est en plein dans le point mort tribal, quoi. Le travel blind spot. On est en plein dedans. Ça fait on perd le sentiment clair et simple que devant soi, là, la personne, là, qui est en train de te tuer. Le père de Carl-Louis Ndiaye, là, le père, il n'est pas au Cameroun. Pourquoi il n'est pas au Cameroun? Pourquoi il ne peut pas rentrer au Cameroun? Alors que tous les Abesola, Mbezele, eux, ils rentrent au Cameroun. Hein? Pourquoi le père de Carolus Ndiaye, avant, ne pouvait pas rentrer au Cameroun? Pourquoi? Est-ce qu'il est le seul à être dans cette situation? Il a abandonné 4 enfants, il a abandonné au Cameroun. 4 enfants, il est à l'extérieur. Pourquoi? Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Même enterrer sa propre fille, on a enterré sa propre fille dans un sac en plastique noir. On a jeté vraiment dans le trou. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas le seul anglophone à être comme ça. Moi, j'en ai rencontré des gens de 70 ans, des anglophones, aux États-Unis, en Angleterre, au Nigeria, qui sont en exil perpétuel. Ils ont été chassés du Cameroun. Mais lorsqu'on est dans le point mort tribal, on ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir ça. On ne peut pas. Parce qu'on a un point de vue biaisé. Parce qu'on a un point de vue biaisé. Même mais il rentre au Cameroun, Achille Mbembe, il rentre au Cameroun, c'est cachant. Il n'a pas de problème avec le Cameroun, il rentre là. Il rentre. Dehors, avant il disait qu'il était en exil. Il a fallu qu'un petit, je vais taire son nom ici, fasse ses photos au Cameroun pour qu'il sorte, ils disent qu'il rentre au Cameroun. Alors que les anglophones, ils sont en exil perpétuel depuis. Et c'est pourquoi il y a la guerre. C'est pourquoi il y a la guerre. Parce qu'il y a l'incapacité même déjà de voir leur tragédie, d'écouter leur propre histoire et puis de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris des armes. Mais les boules se disent que il y a un peu quelques troubles les sécessionnistes là, n'est-ce pas? Le reste, il boit sa bière là, il se dit qu'il faut être opposant. Comme on fait les films, comme on écrit des livres là, pour passer chez les Français, il faut se poser un peu. Alors ça montre qu'on est intelligent. Ouais. Donc c'est ça le cœur. Le cœur a disparu. Le cœur a disparu.
Donc, c'est ça le problème. Ça fait que lorsque le cœur disparaît, le cadavre qui tombe là, qu'elle soit Louise Ndialé, que ce soit Tato, la petite, que ce soit n'importe qui, sa valeur a diminué. Sa valeur a diminué. Parce que les gens sont, ça dit pour eux, le cadavre là a perdu, ça n'est même pas, n'est plus un être humain. N'est plus un être humain, sa valeur a diminué. Et je parle là uniquement des Camerounais. Je ne parle que des Camerounais. Sa valeur, la valeur de Carolus Ndialé a diminué là. A absolument diminué. Devant les yeux des Camerounais même. Donc, parce qu'ils sont, ils sont dans leur point mort tribal, hein. Ils sont absolument dedans. Ils sont peinards. Il boit sa bière, il prend l'avion, il rentre au Cameroun, il montre ses mauvais films dans sa maison à la con. Hein? On lit quelques livres insipides là-bas. Et il est peinard, il dit il y a un petit coin là où il y a un petit désordre, c'est tout. Hein? Oui, donc c'est ça. C'est ça la conséquence. Ça dit que le corps, la vie des anglophones perd de sa valeur à cause du fait que, n'est-ce pas, dans l'organisation même de la Scène publique camerounaise, le jugement de ceux qui ont déclaré la guerre, leur argumentaire est fondé dans la tribu, est fondé absolument dans la tribu, est ancré dans la tribu. Et la seule chose qui les réveille, hein, la seule chose qui les réveille, c'est quand il y a un cadavre boulot. C'est-à-dire que s'il y a un cadavre là, lorsque c'est le frère qui est mort là, c'est là où il se réveille. Vous avez vu les images du père là, qui marchait avec la canne. Il vient avec la canne là parce que son fils qui lui a acheté la canne avec son salaire. Hein. C'est son fils qui lui a sans doute acheté la canne avec son salaire comme gendarme, de gendarme. Il est gendarme parce ça va tuer les anglophones. Il a acheté la canne à son père avec. Et donc, lorsqu'il a été tué lui-même, son père vient avec la canne pour pleurer. Donc, vous voyez donc que c'est le cadavre seulement qui les réveille de leur point mort tribal. Le cadavre, tout simplement. Sinon, c'est la mort. Voilà. Et ce n'est que le cadavre qui les réveille parce que ce qui se passe dans la zone anglophone ne les concerne pas. Les morts des anglophones ne les concernent pas. On a brûlé aujourd'hui tout un marché à Bamenda. Est-ce que ça les concerne? Ça ne les concerne pas du tout. On parle des Camerounais. Hein? On a brûlé un marché à Yaoundé. Est-ce que ça les concerne? À Bamenda, ça les concerne? Ils s'en fichent. Ils disent, mais brûlez tout même. Il y en a qui viennent sur ma page dire que, mais n'est-ce pas, c'est chez vous. Brûlez même, c'est vous qui allez souffrir. Hein? On peut même continuer. Lorsqu'on tue, parce que ça les concerne. Non. Et je vais extrapoler et dire que c'est ce point mort tribal là qui fait que les atrocités soient possibles. Parce que justement, le cœur est mort du soldat, le cœur du soldat est mort, le cœur du journaliste est mort. Vous écoutez comment Onangini parle, n'est-ce pas? Vous écoutez comment un autre Atibala parle. Vous écoutez même comment Essomba parle. Tout cela, leur cœur est mort. Donc, les atrocités sont fondées dans ce cœur-là qui est mort. Donc, ou bien, mais si vous écoutez comment ils parlent, les atrocités, les soldats qui commettent les atrocités le font parce que leur cœur est mort aussi. Parce qu'ils sont en plein, ils savent que les anglophones ne sont pas leurs frères. Ils savent que les anglophones, là, ils ne voient même pas, hein, ils sont comme ici derrière. Là. Les anglophones, c'est ici, ils vont regarder comme ça. L'anglophone est où? Il ne sait pas. L'anglophone est où? Il ne voit pas. Il dit, mais où est l'anglophone? Il ne voit pas. Ou lorsque tu conduis là, où est l'anglophone? Il ne le voit pas. Parce que l'anglophone n'existe pas pour lui. L'anglophone n'existe pas pour lui. C'est ça. Ouais, donc l'anglophone n'existe pas, a perdu de sa valeur humaine, de sa valeur individuelle, de sa valeur intrinsèque, de sa valeur cardinale, de sa possibilité à pouvoir mettre en branle l'histoire, de sa capacité à pouvoir être un agent historique. L'anglophone a perdu de ça. Pour lui, l'anglophone n'existe pas. Hein? Conduit comme ça, il regarde. Mais où est l'anglophone? Il ne voit pas. Où est l'anglophone? Il ne voit pas. Hein? Il ne voit pas l'anglophone. Ouais. Donc là, c'est pour le Camerounais. J'ai dit que c'est le premier chapitre que moi je voulais analyser. Le deuxième chapitre,
Il y a un livre que j'aimerais vous présenter quand même, c'est ce livre-ci. C'est Manufacturing Consent. Ce livre-ci qui est très important, Manufacturing Consent. C'est un livre de Noam Chomsky. Manufacturing Consent. C'est un livre qui est très important. C'est un livre que je vous conseille, dont je vous conseille la lecture. Je vous conseille de le lire. Maintenant, c'est le deuxième chapitre que j'ouvre là. C'est pourquoi est-ce que, au niveau de la communauté internationale, ça dit les anglophones, la vie des anglophones n'a pas de valeur. La première chose qu'il faut toujours, dont il faut toujours se souvenir, il m'a fallu vraiment lire beaucoup pour me rendre compte de ça. Parce que j'ai quand même passé déjà 20 ans aux États-Unis. Et donc, les États-Unis et l'Angleterre et la France, les États-Unis et la France n'ont jamais fait la guerre entre eux. Je répète, les États-Unis et la France n'ont jamais fait la guerre entre eux. Jamais. C'est rare. Les États-Unis ont fait la guerre avec l'Angleterre, c'est leur première guerre. Les États-Unis ont fait la guerre avec presque tout le monde. Avec l'Allemagne, avec la Chine, avec la guerre de Corée, là c'était contre la Chine, avec le Japon. Les États-Unis ont fait la guerre avec tout le monde. On fait la guerre avec le Vietnam, avec l'Afghanistan, avec l'Irak, avec la Libye. Les États-Unis ont fait la guerre avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais les États-Unis n'ont jamais fait la guerre avec la France. C'est ce qu'on appelle des amis. Ils sont comme ça. Les États-Unis n'ont jamais fait la guerre avec la France. Ils sont comme ça. Leur relation est si profonde qu'il y a même des sociétés secrètes aux États-Unis qui sont des sociétés francophiles. Ça veut donc dire qu'un ministre américain, pour régler une affaire d'État, se retrouve avec le ministre français dans une société secrète. Il se retrouve dans une société secrète pour régler ça, quoi. Comme on dit, ils se retrouvent dans la tontine. Parce qu'ils sont des amis depuis à peu près 400 ans. Les États-Unis et la France n'ont jamais fait la guerre entre eux. Voilà. Ça a une conséquence. La conséquence, c'est, pour comprendre la conséquence, il faut lire le livre aussi. Il faut lire le livre aussi. Pour comprendre la conséquence, il faut lire le livre aussi. C'est le livre qui explique ce qui se passe. C'est-à-dire, le livre n'a rien à voir avec l'Afrique, hein, ça parle de l'Amérique latine surtout et de la Pologne. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit quelque chose qui se retrouve un peu dans ce livre-ci. Le livre Même sur le Cameroun de Mangabeti. Ça dit, ça reprend un peu les arguments de Mangabeti. Ça reprend les arguments de Mangabeti, mais ça les extrapole. Ça présente ces mêmes arguments avec d'autres pays. Donc, ça veut dire que, pour ce qui concerne la crise au Cameroun, déjà même en France, on n'en parle pas. Moi, lorsque je suis sorti de prison en 2017-2018, j'ai envoyé tous les documents que moi j'avais dans tous les journaux français. On n'en a pas parlé, nulle part. Jeune Afrique, Le Monde, tout cela, on n'en a pas parlé. Mais ce que Noam Chomsky dit, il parle ici de worthy and unworthy victims. Il parle ici des victimes qui ont de la valeur et des victimes sans valeur. Voilà ça. Des victimes qui ont de la valeur et des victimes sans valeur. Les victimes qui ont de la valeur, c'est quoi? Ce sont les victimes qui sont dans le camp des ennemis, des Américains. Ça veut dire que lorsqu'il y a une victime, lorsqu'il y a des morts qui ont lieu en Éthiopie, les Américains vont en parler beaucoup. Lorsqu'il y a des morts qui ont lieu en Chine, les Américains vont en parler. Lorsqu'il y a des morts qui ont lieu en Russie, les Américains vont en parler beaucoup. Lorsqu'il y a des morts qui ont lieu chez les ennemis des Américains, les Américains vont en parler beaucoup. Mais lorsqu'il y a des morts qui ont lieu chez leurs amis, ils vont en parler un peu. Ils vont en parler en fait pour faire le cafouillage. Ils vont en parler pour faire du bruit, quoi. Ils vont en parler pour taper un peu sur les tam-tams. Ils vont en parler pour faire un zam-zam. Donc, c'est ce que le livre dit, worthy and unworthy victims. Voilà ça. Je vous présente encore. Worthy and unworthy victims.
Non, ils vont en parler un peu comme le Congrès américain parle, n'est-ce pas? Il y a peut-être même 44 signatures pour, hein, on fait un peu de bruit, hein? Ça, y est, ça monte un peu, ça descend, on envoie un tweet, hein, et ça veut dire, ça remplit un peu la caisse, quoi. On fait ce qu'on appelle chez nous le boucan, quoi. On fait, voilà, on tape un peu là, on tape un peu les fesses, on tape un peu le bruit, on fait, ah, vous aussi, ta, ta, ta. Mais évidemment, Anthony Blinken, voilà, Blinken qui est le secrétaire d'État américain, c'est absolument francophile. Hein. Il parle entièrement le français. Hein. C'est un francophile total. Hein. Il aime l'équipe de France. Hein. Lorsqu'il s'en va en Afrique, là, où est-ce qu'il s'en va? Au Sénégal, qui est un peu la vitrine de la France en Afrique. Il s'en va au Sénégal. Il saute. Il s'en va au Nigeria, au Kenya, et il rentre chez lui. C'est ça, hein? Donc, il est absolument dans les mains de la France pour ce qui concerne l'espace francophone. Là, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Tout s'en va au Sénégal. Le Sénégal les reçoit pratiquement tous les mois. Là. Ils sont là au Sénégal tout le temps. Non, le Sénégal, je sais pas trop ce que les Sénégalais vont leur montrer encore. J'ai Macron et tous là, ils vont au Sénégal. Ici, c'est l'embouteillage pour le Sénégal. L'embouteillage. Mais si vous demandez aux Camerounais, moi j'ai grandi avec les Sénégalais qui étaient pratiquement des migrants. C'est les premiers migrants que moi j'ai rencontrés parce qu'ils sont absolument affamés. Ils ont quitté leur pays depuis des années parce qu'au Sénégal, il n'y a rien. Mais la France a besoin du Sénégal, d'un Sénégal fonctionnaire. Parce que là, on peut montrer ça. Alors Blinken s'en va là-bas. Et puis il s'en va au Nigeria et puis au Kenya. Et puis c'est fini. Dans les autres, là, les autres pays, le Cameroun, le Congo, le Gabon, et tout ça, c'est vraiment l'espace le plus profond de la France. C'est l'espace le plus profond de la France. Mais ce qui est essentiel là, c'est que la France et les États-Unis sont des amis. Ils sont des amis comme ça. Ils sont des amis comme ça. Donc, les États-Unis vont parler des anglophones, et je dis des anglophones parce que les anglophones parlent anglais comme les Américains, hein. Ils parlent anglais, hein? Tous les deux. Et la plus grande diaspora quand même ici aux États-Unis, c'est la diaspora anglophone. Hein? Donc c'est la plus puissante, hein? Camerounaise. Donc ils sont imbattables par rapport aux francophones. Mais en termes de valeur, ils sont précipités par le fait que les États-Unis et la France, ce sont des amis. Ce sont des amis. Les États-Unis ne parlent jamais en termes profonds des crises qui ont lieu dans leur pays ami. Jamais. Jamais, ils le font jamais. C'est une longue histoire. Il faut lire ce livre. C'est un livre absolument extraordinaire. C'est un livre absolument extraordinaire. Il faut lire ce dont les États-Unis sont capables pour leurs amis. Et n'oubliez pas, la France et les États-Unis n'ont jamais fait la guerre entre eux. Jamais, 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 ils n'ont jamais fait la guerre. Depuis 1776 jusqu'à aujourd'hui, jamais fait la guerre. C'est l'amitié la plus longue, la plus solide qui existe entre deux pays occidentaux. C'est l'amitié la plus profonde qui existe entre deux pays occidentaux. La France et les États-Unis. Donc, si on dit donc que les États-Unis puissent se poser comme étant, hein, comme étant le soutien des anglophones, c'est un soutien qui est très faible. Parce que pour les États-Unis, les anglophones n'ont aucune valeur. Aucune valeur. La vie anglophone n'a pas de valeur. La conséquence, évidemment, que dans les médias américains, on n'en parle pas du tout. Dans les médias américains, on n'en parle pas. Alors que les anglophones parlent anglais. Alors que les anglophones parlent anglais. J'ai lu aujourd'hui, il y a eu un mort. Mais c'est faramineux. Il y a eu un mort en Éthiopie. Un mort. C'était dans les journaux. Il y a un mort en Pologne. C'est dans les journaux. Un mort. C'est dans les journaux américains. Hier, il y a eu 18 morts au nord-ouest. 18. Comme ça. 10 et 18. Il y a eu 18 morts. C'est comme si ça n'existait même pas. J'ai dit 18 morts. 18. C'est comme si ça n'existait même pas du tout. Et donc, avec 18 morts,
On n'arrive pas à faire la compétition avec un mort qui a lieu en Éthiopie, avec un mort qui a lieu en Pologne. Ce n'est pas le racisme. Hein. Ce n'est pas le racisme. C'est la différence entre worthy and unworthy victims. C'est la différence entre victimes qui vaillent la peine et victimes qui ne vaillent pas la peine. Donc, les victimes qui ne valent pas la peine, ce sont les victimes de leurs amis. Ce sont les victimes de leurs amis. Donc, ils n'en parlent pas du tout. Ils n'en parlent pas du tout. Ils l'ont fait avec le Guatemala, ils l'ont fait en Amérique latine pendant des années. Hein? Le livre est incriminant, c'est un livre qu'il faut lire. Si vous voulez lire, il faut lire, vous allez comprendre la valeur de l'être humain. Vous allez comprendre l'absence de valeur de l'être humain également. Vous allez comprendre la valeur de l'être humain, vous allez comprendre l'absence de valeur de l'être humain. Des victimes de valeur et des victimes sans valeur. Vous allez comprendre la différence entre les deux. Et je dis encore, c'est pas le racisme parce que cette application-là se base pas sur la race, mais sur la relation d'amitié que les États-Unis ont avec un pays ou non pas avec un pays. Les États-Unis ont une relation d'amitié avec la France. Les États-Unis ont une relation d'amitié avec la France. Et donc ça peut même se manifester comme ça. Si vous prenez le journal Le Monde, ici aux États-Unis, les gens vont toujours vous dire que c'est un bon journal. Hein? Ils vont dire Le Monde, ils vont toujours dire que c'est un bon journal. Voilà. Ils vont toujours vous dire ça, hein, que c'est un bon journal. Alors, tout Camerounais va vous dire, il suffit de lire Mongo Betty. Il suffit de lire Mongo Betty pour savoir ce que c'est que Le Monde. Il suffit de lire Mongo Betty pour savoir ce que c'est que Le Monde. Voilà. Ouais. Donc, cette relation fait que la vie d'un anglophone perd de sa valeur. Vous voyez donc que je n'ai pas dit qu'elle perd sa valeur uniquement devant les Occidentaux. J'ai dit que devant les Camerounais eux-mêmes, elle n'a pas de valeur. Devant les Occidentaux, elle n'a pas de valeur. Vous ajoutez dans les deux. Vous ajoutez dans les deux. La première partie de mon analyse, c'était la vie des anglophones devant les Camerounais à cause de ce point mort tribal. À cause du point mort tribal, la vie des anglophones, n'est-ce pas, à cause du point mort tribal, cesse d'avoir de valeur. Et au niveau des, c'est-à-dire des relations internationales, n'est-ce pas, la France, on peut dire, pour être bien concret, la France, n'est-ce pas, a un siège au Conseil de sécurité. Ça veut donc dire que la France a un droit de veto. Pour que la question du Cameroun anglophone soit débattue, il faut que la France soit d'accord, n'est-ce pas? Et donc, les États-Unis ne vont pas antagoniser la France, qui est leur ami. Qui est leur ami depuis 1776, les antagonistes à cause du Cameroun. Donc nous avons cette relation-là qui fait que les victimes anglophones perdent de leur valeur. Voilà les deux causes que je voulais mettre sur la table. Maintenant, le troisième chapitre que moi j'ai mentionné, c'est que faire. C'est que faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je l'ai toujours dit, hein. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que c'est-à-dire self-defense, hein, la légitime défense, hein, c'est la chose la plus naturelle qui existe. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur ne peut pas se défendre. Quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur ne peut même pas prendre les armes pour se défendre. Parce qu'il va défendre quoi? Il va défendre quoi? C'est-à-dire, c'est une question peut-être rhétorique, vous allez dire. C'est une question rhétorique qui... voilà, je prends un peu de temps pour poster cette photo-ci d'un jeune encore, parce qu'on m'envoie toujours les photos d'un jeune encore qui a été abattu. Donc, je poste cela pour l'avoir fait. Je poste toujours immédiatement après avoir reçu. J'ai moins un boulot. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour pouvoir se défendre, il faut connaître sa valeur. Donc, si vous acceptez ce que les autres disent de vous, c'est-à-dire ce que les gens là qui sont dans leur point mort tribal, si vous acceptez que de leur point mort tribal, là, ils fassent comme un Jiban. Ils disent que Ngana est tribaliste, tel est tribaliste, tel est tribaliste, tel est tribaliste, alors que lui-même, il est vraiment ancré dans sa culture Bamoun.
Mais ils voient le mal seulement chez l'enfer, c'est les autres. Donc, si vous faites comme ça, vous allez accepter que votre propre identité, votre propre être perde de sa valeur. Et si vous suivez également, n'est-ce pas, l'analyse que font les Américains, vous attendez que les Américains parlent de vous pour que vous ayez une valeur, vous n'aurez jamais de valeur. Parce que pour les Américains, les anglophones n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur. Pour les Américains, c'est le point de vue français qui est important. Donc, il faut que ce soit les anglophones eux-mêmes qui se donnent de la valeur. Il faut, c'est-à-dire que on ne peut pas, vous ne pouvez pas échapper à ce cycle-là. Vous ne pouvez pas. Je vais vous prendre un exemple qui pour moi est un exemple auquel je penserai toute ma vie. Les gens ne le savent pas. Il y a quelques-uns peut-être qui ont été ici pendant 20 ans comme moi, ne savent pas ce que c'est que de venir dans un pays qui commence une guerre. Un pays comme les États-Unis. Oh, mais en 2000, 2001, il fallait être aux États-Unis lorsqu'ils commençaient la guerre contre l'Irak. Et ensuite la guerre contre l'Afghanistan. Et en 2003, la guerre contre l'Irak. Mais c'était faramineux. C'est-à-dire que ce que les gens comme les Onangini font à la télévision au Cameroun, là, c'est des petites choses. Hein? Il faut écouter ce qu'un Américain qui veut faire la guerre dit. Un Tom Friedman, lorsqu'un Tom Friedman prend la parole, prenait la parole pour légitimer la guerre en Afghanistan, mais ça dit que tu ne pouvais même pas exister devant lui. C'est comme si tu n'existais pas. Il y a une vidéo que j'ai postée peut-être un jour, où il dit que, mais ils pouvaient bombarder n'importe quel pays. Ils ont regardé, ils ont dit, on va bombarder lequel? Ils ont dit, on va bombarder l'Irak. Et il dit, mais pourquoi? Il a dit, parce qu'on peut. Parce qu'ils peuvent, ils bombardent. Et il n'y a aucune autre légitimation. Colin Powell, il a dit, voici ça, ils font la guerre. Donc, ce que Onangini raconte à la télévision, ce que les boulots racontent à la télévision, leur blind spot tribal, c'est rien du tout. Pour qui, comme moi, a vécu aux États-Unis, a traversé 2 guerres aux États-Unis, Onangini n'est rien. Ça dit que c'est pourquoi lorsque je vais au Cameroun, je ris. Je ris, quoi. Parce qu'un pays comme le Cameroun, un président comme Biya, qui ne peut même pas avoir des armes beaucoup plus développées que ceux des Amba Boys, ne peut pas être respecté. Ça dit qu'il ne peut que faire du bruit. Surtout qu'après avoir vu tel tam-tam pour la guerre aux États-Unis, les mêmes États-Unis, devant mes propres yeux, ont été vaincus en Afghanistan et en Irak. Ça dit qu'on les a battus. On les a battus. On les a battus. Ça dit que le bruit, mais il faut voir, ça dit les États-Unis dominent le discours sur la terre entière. Donc, ce qu'ils décident de faire la guerre, c'est que si tu dis que tu es contre la guerre, là, tu perds ton boulot, on te chasse ce pays. Dans l'université où j'étais, pour dire même qu'on est contre la guerre, il fallait qu'on se mette dans un coin tellement petit pour dire qu'on est contre la guerre, parce qu'ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient faire la guerre, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient gagner. Ils ont gagné où? Ils ont été battus. Ils ont été battus. Est-ce que les Afghanistans n'ont ni la marine, ils n'ont ni les avions, ils n'ont pas la bombe atomique, ils n'ont pas la bombe à neutrons, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont en fait que les Kalachnikov. Ils ont battu les États-Unis, non? Ils ont battu. Ils ont battu. Donc c'est pourquoi je dis, il faut connaître sa valeur. Et ce n'est même pas seulement au niveau de l'armement, hein, parce qu'au niveau de l'idéologie. C'est-à-dire que oser même dire en public qu'on est taliban, c'est-à-dire vraiment te regarder comme si tu es le fou. Tu es allé en prison directement. C'est la prison directement. La prison. Alors que j'étais toujours nous là, à l'école, en terminale. Je ne sais pas si on lit toujours là, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. L'aventure ambiguë, c'est un taliban. Samba Diallo, c'est un taliban. Nous, on a appris ça à l'école. Qui n'a pas aimé Samba Diallo? On a tous aimé Samba Diallo. On a tous aimé Samba Diallo. On a tous rêvé d'être courageux comme Samba Diallo. On a tous voulu être comme ça. On a tous imaginé le monde à travers les yeux de Samba Diallo. On a tous, en fait, incarné Samba Diallo. Mais j'arrive ici aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il fallait le courage même pour enseigner Cheikh Hamidou Kane. Parce que le mot taliban était tellement négatif que vraiment imaginer qu'on peut être aussi sali. Et même, et puis gagner
et gagner devant les États-Unis. Mais ici aux États-Unis, imaginez-vous quelqu'un qui marche en route. Mais il faut d'abord vous représenter. Quelqu'un qui marche en route, il dit qu'il est taliban. Aux États-Unis, mais c'est impossible. Mais c'était si négatif. Quand même, imaginez seulement que les talibans puissent vaincre les États-Unis. Mais ils ont vaincu les États-Unis devant nous tous. Je dis que les États-Unis étaient allés si loin que ils ont décidé qu'il y a d'une part l'Afghanistan et d'autre part les talibans. il fallait être intelligent pour comprendre que les talibans là sont afghans. Donc les États-Unis avaient déjà ex-nationalisé les talibans. C'est-à-dire que ce n'était même plus pour eux-mêmes dans leur tête des Américains, les talibans n'étaient même plus afghans. Ils les avaient ex-nationalisés. Donc il faut encore imaginer que les talibans là sont afghans. Donc ça dit que la propagande a ce pouvoir. Ça dit, je parle toujours de ce point, ce point fermé là, de ce point mort là, de ce blind spot là. Lorsque vous êtes dans votre sphère et que vous ne voyez pas la sphère de l'autre là, mais c'est terrible. Ça dit que les États-Unis se représentaient, il fallait lire quelqu'un comme Tom Friedman pour se rendre compte de ce que c'est qu'un Américain qui est sûr qu'il va détruire l'autre là. Et l'autre là, c'était un petit pays qui n'existe nulle part. Mais ils ont été chicotés. Ils ont été chicotés. Parce que les talibans ne sont pas laissés faire par ça. Et moi, j'ai toujours dit, écoutez, à l'école, nous, on a lu Samba Diallo. On a lu L'aventure ambiguë. Cheikh Hamidou Kane, c'est le premier écrivain africain que nous avons aimé et adoré. J'ai toujours dit aux Américains que ce n'est pas Chinua Achebe, c'est Cheikh Hamidou Kane. Nous, on a aimé les talibans, on a aimé les talibés. On a aimé les talibans. On n'a aucun problème avec eux. Le Camerounais, naturellement, normalement, n'a aucun problème avec l'islam. J'ai dit ça, que nous, on a grandi avec. On aura un problème avec ça, pourquoi? C'est naturel. Moi, je me suis identifié avec la prière même de Samba Diallo, que lorsqu'on l'arrête comme ça, on arrête sur sa cuisse. C'est à moi que ça fait mal. Parce que je l'aimais tellement. La Grande Royale. Mais qui n'a pas aimé la Grande Royale? n'est pas écrivain. Qui n'a pas la Grande Royale? N'est pas écrivain francophone. Parce que nous, on a tous grandi avec la Grande Royale. On a tous grandi avec elle. C'est elle qui dit lier le bois au bois. Mais on a grandi avec ça. Donc on ne peut pas détester les talibans. On ne peut pas. Parce que ça fait partie de notre squelette. Je l'ai toujours dit. Et donc 20 ans après, les États-Unis qui étaient fermés dans leur propre aveuglement idéologique ont été chicotés par les talibans qui n'avaient rien. Pourquoi? Mais les talibans avec un respect fondamental d'eux-mêmes. Les États-Unis, évidemment, vont dire qu'ils ne respectent pas ceci, ils ne respectent pas cela. Mais je vis ici. Vous avez vu le nombre de Noirs qui sont en prison. Le nombre de Noirs comme moi, d'hommes noirs comme moi qui sont en prison. Je vis ici. Ah, ils ne respectent pas ça. Ils ne respectent un peu comme l'ingibam là. Que tu es tribaliste, Écoutez, le blind spot. Le blind spot. Ils ne respectent pas ça. Ils ne respectent pas ça. Ils respectent... Le blind spot. Je dis, ouais, les amis, calmez-vous. Votre propre pays, là où je suis. On s'en va en prison, les gens comme moi, là, sont pleins dans les prisons. Ma propre université, là. Ne commençons pas. Hein? Donc, le blind spot tribal, c'est un réflexe humain. Mais ça a des conséquences dramatiques parce que ça fait se fermer les yeux devant une évidence qui est là devant tout le monde, que chacun voit, que tout le monde voit, que chacun peut analyser. Ça fait que quelqu'un soit aveugle devant quelque chose qui est naturel, qui est là. Une situation que ça fait que quelqu'un soit incapable d'analyser platement, généralement, de manière neutre, une situation. Ça fait que quelqu'un, en fait, perde soudain la capacité d'avoir un point de vue universel. Et lorsqu'on perd la capacité d'avoir un point de vue universel, c'est là où on a commencé à être défait. C'est là la première défaite. C'est ça la première défaite. Donc au moment où quelqu'un comme
en fait, pour commencer avec les États-Unis. Au moment où les États-Unis ne peuvent pas avoir un point de vue universel, ils sont déjà défaits. Parce qu'ils regardent les talibans sans les voir. Parce qu'ils se disent que les talibans n'existent pas. Et les talibans vont les battre. Les talibans vont les battre. Au moment où, au Cameroun, la même logique, au Cameroun, les gens comme les Wonangini ne voient même pas les anglophones. Pour eux, les anglophones n'existent même plus. Parce qu'ils sont en plein dans leur voilà, point mort tribal. À ce moment-là, leur défaite a commencé. Leur défaite a commencé, c'est inscrit là. C'est inscrit dans le fait que si un enfant qui était tué avait pour nom Owona, Mbezele, et Yenga, et Tundi, Bekolo, ou je ne sais trop quoi, Mvogo, leur point de vue aurait changé. Serait allé de A à Z. À partir de ce moment-là, leur défaite a commencé. Leur défaite est logique, mathématique. Le reste, c'est l'histoire. Le reste, c'est l'histoire. Donc, ils peuvent s'asseoir dans une télévision financée par l'État et dire que la guerre, ils peuvent crier comme ils veulent. Moi, j'ai vu qu'ils ont crié plus que ça. À CNN, Fox News, mais vous savez pas ce que c'est qu'ils criaient lorsqu'on est américain. Hein? Ils ont acheté toutes les télés de la Terre et ils disent qu'ils vont détruire le pays s'ils vont le détruire. Ils ont été chicotés, non? Donc, lorsqu'on a déjà perdu sur les fondamentaux comme ça, parce qu'on est pris dans son propre blind spot tribal, point mort tribal, lorsqu'on est pris dedans, sa défaite a commencé. Mais pour celui, n'est-ce pas, qui est en face là, c'est essentiel qu'il cultive sa valeur. Il faut cultiver sa valeur. Cultiver sa valeur. Donc, l'une des erreurs que les talibans n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas cessé de croire en eux-mêmes. Il faut qu'on croie en soi. Il faut cultiver sa valeur. Cultiver sa valeur. Cultiver sa valeur. Et c'est ça mon rôle. Cultivez la valeur des gens. Cultivez la valeur. Cultivez votre valeur. Parce que quelqu'un qui ne croit pas à sa propre valeur ne peut pas prendre les armes pour se défendre. Quelqu'un qui ne croit pas à sa propre valeur va dire qu'il veut le changement dans la paix. Quelqu'un qui ne croit pas en lui-même va dire qu'il veut le changement dans la paix. Je vous le dis, hein, quelqu'un qui ne croit pas qu'il ait une valeur va dire qu'il veut le changement dans la paix. Mais il faut cultiver sa propre valeur. Il faut cultiver sa propre valeur. Parce que quelqu'un qui est fier de lui-même, et comme j'ai dit, vraiment comme Baranté, noble, digne, élégant, vraiment qui se respecte, qui se regarde dans le miroir, qui s'aime, quelqu'un comme ça va prendre les armes pour se défendre. Et c'est clair, parce que quelqu'un comme ça n'acceptera jamais la suprématie de quelqu'un qui, lui, ne te voit pas. Ne te voit, il n'acceptera, si tu as une valeur, tu n'accepteras jamais la suprématie de quelqu'un qui est pris dans son point, voilà, blind spot tribal, n'acceptera jamais. Donc c'est ça. Mon rôle à moi, c'est de cultiver la valeur. Cultiver la valeur identitaire. Cultiver ça. Et je le ferai toujours. C'est-à-dire, il faut armer. Il faut s'armer. Je le ferai toujours. L'angle mort. Il faut armer. Je dis vraiment, il faut s'armer tellement. Et ça, c'est mon rôle. Que la légitime défense devienne un réflexe. Devient beau, quoi. C'est ça mon rôle. Il faut s'armer. C'est ça. Parce que devant un pays, lorsqu'on est armé devant un pays comme les États-Unis, là, on sourit, quoi. Et les Afghans que les Américains appelaient talibans, ils souriaient, quoi. Parce qu'ils savaient même que leur propre valeur est indiscutable. Ils savaient qu'ils allaient gagner. Ils savaient qu'ils sont chez eux. De même avec les anglophones, ils savent qu'ils sont chez eux. Voilà. Ils attendent. Ils s'asseyent, ils boivent la bière aussi. Ils attendent. Est-ce qu'il y a le feu? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans.
On est là. Parce qu'il y a le feu, ils s'en vont, cultivent les maniocs, ils rentrent à la maison, ils liment son couteau, c'est tout. Ils liment sa machette. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Il se lève le matin, hein? Il monte, il descend, il attend. Est-ce qu'il y a le feu? 30 ans, 40 ans, il n'y a pas le feu. Nous, on est là pour la longueur. Ils savent que les tontines sont là. Les tontines sont là, ils sont organisés. Plus le temps passe, plus on s'organise. La diaspora s'organise. Ah, où est le feu? On s'organise. Et pour pouvoir faire ça, il faut connaître sa valeur. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà comme résumé un peu de ma présentation pour aujourd'hui. Mais vraiment, elle est fondée dans la valeur. Il faut connaître sa, cultiver sa valeur, s'armer. Parce que ce n'est que quelqu'un qui connaît sa valeur. Ce n'est quelqu'un qui sait qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est juste, qu'il est vrai. Quelqu'un qui sait qu'il est dans le classique, qu'il est dans la grandeur. Ce n'est quelqu'un comme ça qui peut prendre les armes. Quelqu'un qui sait ça va prendre les armes. Il sait que tout ce que les autres disent là, que c'est tu es un taliban, tu es un porc, tu es ceci. Non, il sait que c'est le bavardage. Lui, il lime seulement son couteau. C'est un problème. Il lime son couteau. Il t'attend. Il lime son couteau. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut connaître sa valeur pour pouvoir la défendre. C'est ce que je voulais dire. Et donc, c'est la seule réponse possible. La seule réponse possible, c'est légitime défense. C'est la légitime défense. La seule réponse. La légitime défense. Et vraiment, il ne faut pas l'oublier, ça. C'est la légitime défense. Il n'y a pas deux réponses. Les talibans d'Afghanistan, ils sont de 20 ans. Ils ont chicoté les États-Unis. 20 ans. Les États-Unis ont quitté l'Afghanistan en fuyant. Ça, j'ai rarement vu les Blancs fuir. Je dis fuir. La dernière photo du dernier Américain qui y fuyait. Ils ont quitté en fuyant. Non, c'est ça. Ils ont chicoté. La même chose avec le Cameroun. Donc, il faut cultiver votre valeur et il faut vous armer. C'est vraiment le plus important. Donc, il faut fructifier, il faut solidifier, il faut consolider votre propre grandeur, votre propre valeur, votre propre vérité, votre propre justice et la défendre. C'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Et donc, on laisse là pour aujourd'hui. Je crois, j'ai déjà fait plus d'1 heure de temps. C'est quand même long, hein. Donc, on laisse là pour aujourd'hui. On passe un bon week-end. Et donc, je vais essayer le plus possible de venir faire des lectures comme celle-ci, afin de fortifier notre peuple, afin que nous sachions plus ou moins la direction morale qu'il nous faut prendre devant l'ennemi, contre l'ennemi, afin de vaincre l'ennemi. Allez, nous sommes ensemble.